Bonjour à tous, suite à la TV ce jour, nous allons parler de l'Afrique, de la décolonisation des pays africains. Vous savez que de 1957 à 1960, ces années sont considérées comme les années de la décolonisation de l'Afrique. Après plus d'un siècle, on peut dire, de colonisation. Et après l'esclavage, il y a eu la colonisation. Aujourd'hui, nous subissons plus ou moins une néocolonisation. Depuis lors, l'Afrique a évolué. Il y a aussi des évolutions positives. On pourrait aussi qualifier aussi d'évolutions négatives. Et des coups d'État, la monnaie, la souveraineté, pas mal de sujets dont nous allons parler ce jour. Et nos amis de ce jour, Bibi Denski-Bailly, journaliste, aussi artiste musicien et journaliste d'origine. On va mettre artiste. Mon premier métier. Oui. Docteur Doucouré. Alors, comme c'est l'invité aussi, c'est docteur Doucouré. Bonjour, cher frère. Oui, bonjour. On est en famille, hein. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, surtout quand il s'agit d'une question qui concerne mon continent d'origine. L'Afrique. C'est avec plaisir que je viens participer au débat portant sur l'Afrique, notamment sur la décolonisation, la période post-coloniale, et éventuellement, il serait nécessaire de faire un état de lieu pour voir un peu quand même quelques évolutions qui ont eu lieu, parce que le bilan reste contrasté quand même. Et il y a pas mal de chemins à faire. Donc nous aurons l'occasion d'aborder certains thèmes ensemble. Ce sujet. Voilà. Le confrère Bibi Denski-Bailly. Bon, on va pas d'entendre des notes de fou de toi. Mais non, là nous sommes dans la décolonisation. Maintenant on est fou de l'Afrique, parce qu'il faut que l'Afrique l'Afrique se relève. Comme l'a dit le docteur, tout n'est pas négatif. Il faut voir maintenant, nous ne sommes pas dans les temps pour l'Afrique de nous poser. Oui, mais il y a ceci, il y a cela. Non, nous devons trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'après 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance des pays africains, l'Afrique tâtonne. L'Asie avance à grands pas. Et l'Afrique est toujours en train de tâtonner. Que faire? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Alors nous avons les docteurs qui vont nous donner quelques perspectives, sa vision. Une certaine vision de cette affaire. L'Afrique, que devons-nous faire pour avancer? Nous avons l'occasion de lui poser la question. Oui. Cher ami Doucouré. Quel bilan déjà on peut tirer? Quel bilan peut-on vraiment dresser de l'évolution des États africains? Alors, docteur Doucouré, les indépendances des pays africains, ces indépendances ont-elles vraiment profité à ces pays africains? Oui et non. Oui et non pour plusieurs raisons. La dignité africaine a été retrouvée, une certaine souveraineté politique bien sûr. Aujourd'hui, en termes de bilan, on peut constater quand même une évolution au niveau du système éducatif, même s'il y a encore du boulot à faire. Au niveau de la santé, il y a eu l'évolution de quelques indicateurs et il y a une émergence aussi d'une classe moyenne. Et sur le plan économique, à laquelle vous faites Boigny tenez beaucoup. Voilà. La classe et avant moyenne. Pour appeler à illimité, il fallait dépenser des milliers de francs CFA. Aujourd'hui, il y a eu une grande évolution au niveau des télécommunications et il y a une affirmation aussi de la diplomatie africaine. Ça, on peut saluer ça. Mais ça reste minime par rapport à ce que l'Afrique vaut. Parce que si on revient une quarantaine d'années en arrière, l'Afrique était largement en avance sur l'Asie. Quand on prend la Chine aujourd'hui, si ce n'est pas la deuxième puissance mondiale, c'est la première, disons-le. En termes de monnaie. Voilà. Nombreux États africains aujourd'hui côtoient la pauvreté. Voilà. Mais quand on dit pauvreté extrême. Le chômage des jeunes dépasse plus de 50% dans certains pays. Et c'est dramatique à ce niveau. On forme, il y a pas mal de diplômés, mais l'emploi n'est pas derrière. Pourquoi? Parce que les institutions ne sont pas réformées. Parce qu'on ne produit pas. On est dans un statut d'assistanat. On est dans un statut de dominer. On collabore sans pouvoir vraiment nous
avoir notre position à imposer. Tout nous est imposé. Mais docteur, ce que vous dites est très bien, mais c'est que vous parlez comme les hommes politiques français. Il nous faut des réformes, mais ils ne disent pas quelles réformes il faut faire. Là, vous dites que nous sommes dominés, nous sommes ceci, cela. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, il faut une conscience. Donnez-nous des solutions. Il faut, sur le plan politique, il y a plusieurs plans. On peut revenir sur le plan la politique, c'est très vaste. Sur le plan économique, sur le plan social, etc. Sur le plan politique, on sait parce que très bien. Tout. On ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue, ça c'est clair. On ne peut pas être arbitre et en même temps jouer le match, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas le perdre. Il faudrait qu'il y ait une certaine dignité, une certaine audace politique pour réformer nos institutions. Un exemple concret. Concrètement, il faut d'abord la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Ce qui veut dire. Vous avez un problème aujourd'hui avec un président, la plupart des présidents africains. Vous n'êtes pas au pouvoir, vous avez tort. La justice n'a pas la main libre. Les décisions de la justice sont souvent dictées par les dirigeants politiques. Vous avez vu un homme politique au niveau de l'Afrique condamné par la justice au pouvoir? Donnez-moi un pays africain. Oui, s'il est contre le pouvoir, oui, on le condamne vite. Non, un homme politique au pouvoir condamné par la justice. Ah ben non. Dans quel pays? Ah ben non. Mais ici, on voit ici. On peut voir ça en Occident. Mais oui, bien sûr. Mais on est encore à des années-lumière. Voilà, on est encore à des années. À quoi c'est dû un problème de mentalité ou d'éducation ou... Non, généralement, quand on vient au pouvoir, on a en même temps l'armée dans la poche. On contrôle l'armée. Donc, on crée une sorte de psychose. Voilà. Qu'est-ce qui est plus cher pour un individu si ce n'est pas sa vie? Voilà. Donc, si vous pensez contester ou bien vous pensez vous lever, on ne va pas citer certains pays, certains régimes en place. Aujourd'hui, vous êtes en opposition, vous partez, vous êtes à l'étranger, tous vos parents au pays sont enfermés derrière. Donc, qu'est-ce que alors du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de la démocratie en Afrique. La démocratie existe théoriquement, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Dans tous les pays africains? Non, il y a certains pays qui font. Il y a quand même des pays qui font des efforts, peut-être, non? Oui, il y a des pays qui font des efforts. Bénin a fait un effort de progrès. Et ensuite, il y a eu ce dernier président qui est arrivé, qui a failli aller en contresens du développement du Bénin. Bon, je pense qu'il a encore le temps de se rattraper avant la fin de son mandat. Au niveau du Sénégal, Macky Sall, c'était très applaudi par toute l'Afrique. Et après, la politique a encore balancé ailleurs. Avec l'arrivée des Zongo et Doumbouya au pouvoir au Sénégal, c'était le salut africain. Et récemment encore, pour des intérêts individuels politiques, on a laissé l'intérêt général à côté. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. Bon, il ne faut pas qu'on nous interdise pour aller en Afrique, donc on va s'arrêter là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. C'est ça choquant. Ah, pas parce que la démocratie déjà, c'est tout un problème, la démocratie. Il faut que l'intérêt général soit au-dessus de tout. Il faut que l'Africain soit digne. Celui qui est au pouvoir, ils disent que j'ai été au pouvoir, et grâce à moi aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Grâce à mon pouvoir aujourd'hui, j'ai pu mettre en place la séparation des pouvoirs. Grâce à moi aujourd'hui, j'ai pu mettre en place une bonne gouvernance. On ne peut pas avoir une gouvernance totalement neutre. Même ici, le dirigeant, il y a toujours des petites poursuites pour des mauvaises gouvernances, mais ça ne se fait pas de façon ouverte. Sauf que la mauvaise gouvernance dans certains de nos pays, c'est devenu une culture. On parle beaucoup de mauvaise gouvernance. C'est toujours très facile de dire aux hommes politiques mauvaise gouvernance. Qu'ont-ils fait de mauvais dans la gouvernance? C'est quoi la gouvernance? Et qu'est-ce qui a été mal fait dans la gouvernance des pays africains? Nous voulons être concrets. Alors, on va être simple. Quand on prend la gouvernance, alors, quand on prend la gouvernance, on va prendre au niveau institutionnel, on va prendre au niveau même des entreprises, au niveau de l'État. Quand on prend gouvernance, quand un président prend la peine de nommer un ministre, c'est qu'il a la capacité de gérer son ministère. Voilà. Un ministère. Donc la gestion. Voilà, c'est ça. Un ministère qui est mis en place, il y a un programme qui est là pour pouvoir être exécuté derrière.
derrière ce programme-là, son exécution doit être contrôlée du début jusqu'à la fin, pour voir un peu si les investissements qui ont été débloqués et si le livrable qui a été évoqué est bel et bien au bout. Ben, aujourd'hui, on sait, quand on parle, on dit il y a tel milliard qui ont été débloqués pour construire tel ou tel monument ou tel pont. Tel projet. Voilà, tel projet. À la fin, le projet ne vaut même pas des millions. Bon, il n'y a pas d'explication derrière. Donc, c'est ça la mauvaise gestion. Des détournements d'argent, des sanctions concrètes. Des détournements d'argent, voilà. L'impunité. Voilà, et voilà, l'absence de contrôle. Voilà. Alors, docteur, nous allons revenir à nos indépendances. L'Afrique est connue pour ses richesses. Le sous-sol et le sol, c'est riche. On le sait. Et surtout, une population exponentielle comme la jeunesse. Une jeunesse dynamique. Une richesse formidable. Voilà. Donc une économie potentiellement considérable. Où en sommes-nous? C'est le paradoxe. Si vous êtes, au lieu d'exporter, vous êtes dans l'importation. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'autosuffisance. Au lieu de vous contenter d'une agriculture de subsistance, il faut aller vers l'agrobusiness, c'est-à-dire la modernisation de l'agriculture, l'automatisation, l'irrigation, etc. Les tracteurs. Ça va créer des emplois. Au lieu de transformer nos matières premières, on les sort, on transforme, on vient nous vendre encore 3-10 fois plus cher. Quel emploi on va créer pour les jeunes conformes? C'est ça le paradoxe. Alors il y a quand même des raisons un peu exogènes qui ne dépendent pas forcément des dirigeants. Parce que je vous parlais du fait que les industries, tout est extraverti, on produit pour l'extérieur, café, cacao, il n'y a pas d'usine sur place, ouais. Brut. Ça veut dire qu'il y a aussi des facteurs exogènes. Ah oui, quand on est dans pas forcément bien sûr, quand on est dans l'exportation. C'est pas uniquement les dirigeants seuls qui sont responsables de cette situation. Justement, quand on est dans l'exportation, voilà, on peut exporter une partie de sa matière première, mais après avoir été utile au pays. Le fait même de ne pas fixer soi-même le prix de ces matières premières, c'est déjà un problème. Quand tu ne contrôles pas ta monnaie, riche. Quand tu ne contrôles pas ta monnaie, tu contrôles si on vient prendre l'uranium, par exemple, du Congo, et que celui qui vient acheter, il dit, bon, moi je le prends, alors ça va contre la loi du marché. C'est lui-même qui fixe les prix, c'est lui-même qui fixe le prix du cacao. C'est ce que Houphouët-Boigny disait. Oui, comment est-ce que les pays africains peuvent devenir riches si c'est d'autres personnes qui fixent le prix des matières premières? Non, techniquement, si on a la capacité, le courage de négocier sur ces marchés-là, d'abord en privilégiant nos marchés, on a des marchés financiers africains où on peut aller prendre des investissements pour investir, mais qui ne sont pas développés, ou qui sont dépendants de ceux de l'Occident. Voilà. Du coup, je sais qu'il y a certains dirigeants qui ont voulu imposer des gestions kiff-kiff. C'est-à-dire moitié-moitié. Et après, on n'a pas quelques années, ils ont eu des coups d'État, ils ont été éjectés. Parce que juste le fait qu'ils ont revendiqué le fait d'avoir le partage égal, moitié-moitié. Comme le pont qu'on devait construire. Gagnant-gagnant. Voilà. C'est normal. Et ils ont été éjectés. Non, les idées étaient bonnes, les volontés étaient bonnes. Mais la problématique, c'est où? On ne peut pas commencer un projet d'un seul coup par le résultat. Le résultat où on va aboutir, c'est gagnant-gagnant. Mais il faut avoir le courage de négocier, de s'asseoir à cette table-là, à envoyer des personnes qui sont capables de défendre les intérêts. C'est ce que les Asiatiques ont fait. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Il y a eu des rencontres, plusieurs rencontres. On ne vient pas. Il y a des dirigeants qui ont voulu changer l'Afrique d'un seul coup. Ça, c'est fatal. C'est très complexe. Voilà. C'est assez complexe. Ils ont pris des gros risques. Il faut négocier avec volonté. Mais comment vous voulez? La corruption qui est une plaie, une gangrène chez nous. Quelqu'un qui doit les négocier, je vous donne une valise diplomatique pour aller négocier. On vous propose des milliards là-bas. Vous acceptez tout là-bas, vous nous envoyez ça. Nous, on va faire quoi? On va signer. Et vous demandez aussi des rétrocommissions. Voilà encore quelque chose qui on vous offre une villa là-bas. Vous oubliez l'intérêt du pays. C'est pourquoi il faut que l'individualisme politique laisse la place à l'intérêt général. Justement, celui aussi à qui on propose de renverser l'autre. On se dit, bon, écoute, toi, tu peux le dégager. Et avec toi, on peut mieux dealer. Mais le on là,
Le on là, c'est qui on veut de nom. Bon, comme on lui dit, Abidjan, tu vas pas manger du piment. Dans ma bouche. L'Afrique, je veux pas que je pile du piment dans ton bouche. L'Afrique, c'est un bon continent. Moi, j'ai pas envie de me voir interdit d'aller au Burkina, au Mali, en Guinée ou au Congo. Mettre du sable dans mon atiki. Voilà. Quand on dit ici, c'est dans l'intérêt de l'Afrique. Il faut que nos dirigeants comprennent. On ne peut pas casser de l'arachide sans manger quelques grammes. On ne veut pas du mal. Voilà. On fait Boigny disait, il ne faut pas regarder dans la bouche de celui qui grille. Exactement. Mais cependant, j'exhorte les dirigeants africains. Est-ce qu'ils seront heureux que les gens viennent dans leur maison, trouver que tout en désordre, tout est sale, rien d'organisé? Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Si chaque dirigeant prenait l'Afrique comme son pays, comme sa propre maison, comme sa propre famille, je pense qu'on allait avancer. Mais sauf que, voilà, l'individualisme là, quand vous prenez les dirigeants africains, les familles sont bien, sont dans les grandes écoles, sont bien logées, tout ça là. Mais ce projet qu'ils ont mis en place pour rendre les familles bien, ils peuvent étendre ça à la généralité de leur pays, et contribuer à mettre ces idées ensemble pour tout le continent. Voilà. C'est la vision. Qu'est-ce qui fait c'est ça? un problème de vision. Alors, revenons un peu à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est une richesse énorme, potentielle. Alors, cette jeunesse, le colon, quand il est venu, il avait institué, il avait construit des écoles professionnelles. Par exemple, vous nous parlez de la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui fait marcher le commerce, etc. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a les plus riches et les plus pauvres. La classe moyenne est en train d'être décimée. Mais si, que pensez-vous, docteur Doucouré, si on mettait des écoles professionnelles, beaucoup d'écoles professionnelles, à la disposition de la jeunesse pour apprendre la menuiserie, la mécanique, l'informatique, le matériel. Et comme ça, quand ils sortent de ces écoles, ils sont immédiatement, mais en amont, il faut déjà qu'il y ait des structures, parce que s'il sort de la menuiserie, il faut qu'il trouve une menuiserie. Et s'il a des moyens de le faire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment instituer cela? Comment coordonner cela pour avoir une classe moyenne qui consomme? Je pense avant de venir à la pauvreté que nous fabriquons nous-mêmes. Il faut partir d'abord des besoins du pays en termes de développement. Voilà. À partir des besoins du pays en termes de développement, on va mettre en place maintenant des formations qui répondent aux besoins des maîtres d'œuvre derrière. Vous imaginez, on va former ces menuisiers-là. On va créer des menuiseries partout. Et qui va passer la commande? Ah ben c'est ça, parce qu'il n'y a pas de classe politique. Qui va passer la commande? Mais justement, la classe moyenne qui va acheter, c'est elle qui va. Le gouvernement va passer des commandes pour les bancs des écoles, pour des ponts, pour beaucoup de choses. C'est quand cette usine-là marche, ces enfants entrent sur un marché. Il y a ces complexes nord-sud qui existent. Aujourd'hui, quelqu'un qui a quelques moyens de subsistance préfère commander son lit à Paris. Ou oui, ou aux États-Unis. Vous pensez quoi? Au détriment, au détriment du menuisier. Il estime que le menuisier n'est pas assez futé, voilà, n'est pas assez futé pour pouvoir lui fabriquer un lit consistant. Alors que nous savons tous ici, quand nous partons dans les Ikea et tout ça, les lits ne durent que 6 mois. Après, vous ne pas faire de publicité. Hein. Voilà. Justement, bon, c'était pour ne pas créer, pour ne pas être poursuivi. Voilà. Alors, ces menuisiers-là, si on veut bien parler, mais ce sont des produits bio. Ils prennent la matière brute même et puis ils rendent ça même net pour que ça soit consommable. Dieu seul sait que nous avons du bois. On ne parle que du bois, mais bon, il y a plusieurs domaines. Nous pouvons construire des voitures chez nous. Pourquoi on ne peut pas copier une petite Renault là, prendre les mêmes choses, nous avons le fer, etc. Et ceux qui étaient dans la mécanique, etc., dans la technologie de l'automobile, essayent de copier exactement. C'est ce que les Japonais ont fait, c'est ce que les Chinois ont fait. C'est très intéressant. Mais pourquoi nous on le fait? Non, mais c'est très intéressant. Voilà, on a des ingénieurs ici. J'ai des jeunes ingénieurs que j'ai formés. Oui. Mais il y a des jeunes, même en Afrique, on voit des vidéos, des petites inventions. Oui. Mais c'est pas ils ne sont pas soutenus. Pas du tout. Justement, c'est pas de soutien, mais on ne fait pas la promotion.
Alors, il y a une question de soutien des retours au pays au niveau des jeunes de la diaspora qui sont venus se former. Vous partez aujourd'hui, toi tu es ingénieur automobile, tu pars aujourd'hui, tu veux mettre en place rien qu'une usine de montage. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en avait. Tu as fait ta demande auprès du ministère des tutelles qu'il faut, ils vont dire qu'il n'y a pas de moyens. Parce qu'il y a des contrats déjà pour vendre des véhicules de certains pays, de certaines marques de concessionnaires dont on taira le nom ici, qui ont l'exclusivité. Dans les contrats, c'est ça. On ne voit pas d'autres marques dans votre pays si c'est ça. Même la Chine s'est trouvée confrontée à pas mal de pays où on ne peut pas importer des véhicules chinois. À plus forte raison, Afrique. Carrément, c'est non. Lui, il va faire quoi? Il va retourner, il va venir travailler. On a pas mal de jeunes aujourd'hui qui travaillent dans les grandes marques en Allemagne, ici et tout ça. Et moi, j'ai eu la chance de former certains d'entre eux. Justement, voilà, à propos des formations, Simplice, je ne sais pas ce que tu en penses, mais docteur, j'étais des fleurs, docteur Ducouret, il est dans cette optique de la diaspora positive. Donc, d'où l'émission Diaspositive. Bientôt, il va partir en Belgique. Tu sais pourquoi? Eh bien, je vais te le dire. Il part pour former les jeunes Congolais. Il peut en parler lui-même. Pour les former dans le domaine de l'impôt. Alors, le domaine de l'impôt, c'est là qu'il y a une fraude. La fiscalité, tout ça. La fiscalité, la fraude. Alors, lui, il va former des jeunes Congolais dans ce domaine. Voilà la diaspora positive qui transmet la connaissance. Bon, docteur. Bon, on va essayer la transformation physique, la transformation en termes d'infrastructure vient après la transformation mentale. Bon, c'est ce que nous, on va essayer de donner, mais on ne peut pas les interdire. Cette formation, comme d'autres formations qui suivront, va porter par exemple sur l'assiette fiscale, c'est-à-dire le montant à partir duquel on peut calculer les impôts. Comment ils doivent calculer ces montants-là? Comment, après l'abattement, c'est-à-dire une réduction par rapport à votre secteur d'activité, qui est généralement de 10%, et après une déduction d'un certain montant qui peut aller des charges professionnelles ou des charges personnelles par rapport au trajet, tout ça, pour pouvoir calculer, pour faire le bon calcul déjà, pour pouvoir, comme on appelle, pour que le contribuable paye le montant juste. Voilà. Au-delà de cela, il y a l'encaissement de cette recette publique-là. Il y a la partie qui est très intéressante qui va porter un peu comment sécuriser la recette publique. Parce que cet argent qui rentre là, les contribuables, ils payent. Mais est-ce que ça va vraiment au service des contribuables? Parce que le contribuable paye pour que ça soit au service des contribuables. Mais est-ce que ça va vraiment au service des contribuables? Souvent, les poches sont très ouvertes. Voilà. Tous nos combats, c'est ça. Il faut que au moins une petite partie raisonnable puisse être au service des contribuables, c'est-à-dire améliorer les routes, construire des écoles, etc., améliorer la communication et puis favoriser la transformation locale, tout ça. L'Afrique a les moyens de faire des recettes. Au-delà même de ses ressources naturelles, l'Afrique, c'est une usine de fabrication. Voilà. Toutes ces entreprises qui sont implantées là-bas, mais ils exportent, ils vendent, ils se rapprochent de la consommation. Puisque la Chine est une usine à ciel ouvert. Et l'Afrique peut l'être aussi. Pourquoi? Quand on dit qu'il n'y a pas des usines chez nous, aussi, il y a des usines chez nous. Les usines qui sont chez nous, quand ils transforment, il faut que ça parte d'abord dans le pays d'origine de l'usine et que ça soit reconditionné pour revenir le même produit être vendu chez nous. Et l'argent, voilà, dans les banques suisses. Et quand vous parlez du cacao, qui n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire, il y a une transformation, qui s'est faite sur place. Mais j'ai mangé du chocolat de Côte d'Ivoire là-bas. Oui, et il est solide, il n'est pas... Non, mais justement, la première transformation là n'est pas mise à la disposition de la population. Il faut que ça vienne ici être formalisé avant de repartir. Donc oui, ça les arrange parce qu'ils ne peuvent pas transporter comme ça un produit périssable. Il faut qu'il y ait une première transformation là-bas. C'est la plus difficile. Pourquoi ne pas faire le reste là-bas? Et la mise en bouteille,
Non. Et après, il faut forcément la validation aussi d'ici. Le sujet est très vaste. Ce sont ceux qui disent que ça répond aux normes ISO et autres. Le sujet est très vaste. Bon. Il faut qu'on en arrive aux solutions. Alors, Bibi, on va rappeler un peu le sujet. Vous êtes sur Dispositif, suite à la TV, et là, nous recevons Docteur Doucouré, enseignant de son état, le grand Bibi Denkibaï, journaliste, artiste, chanteur, musicien. Vous le connaissez. Et voilà, dans Dispositif ce jour. Alors, Bibi, je te laisse pour ta question. Oui, alors, il y a aussi un gros problème, docteur, en Afrique. Revenons à ça. La pauvreté. L'ignorance. Et aussi, la corruption, nous en avons déjà parlé. Et les inégalités. Les inégalités et les instabilités politiques. Okay. Que penser des choses, comment nous pouvons nous remuer à travers ces choses, avec dire il faut qu'on s'en sorte. Non, tout simplement, s'il y a instabilité politique, c'est naturel. Avec tout ce que vous venez de citer là, les inégalités et tout cela, sont les prémices de l'instabilité politique. Les inégalités sociales. Hein. Oui, les inégalités sociales, tout cela, c'est... Tout est géré par le... tout est centralisé au pouvoir généralement en Afrique. Voilà. On peut dire c'est un package. Justement. Voilà. Package, les conflits. On va aller par la corruption. Comment vous voulez qu'un fonctionnaire ne soit pas corruptible si lui-même il a corrompu pour avoir son diplôme pour devenir fonctionnaire? Je rigole, mais c'est drôle. C'est un investissement. Mais il doit rentabiliser. Il doit rentabiliser son investissement. Il rentabilise. Ben, voilà. On espère que... Et quel investissement? Voilà ce qu'on espère. Ça, c'est quel... L'investissement sous la nation. Justement. Investissement sous la table. Et puis, voilà, tu veux passer un concours, il te faut 2 millions, moi je te donne 2 millions. Au bout d'un mois, il faut que tu me rendes 2 millions. Et puis toi, tu as souffert pour avoir ce concours-là, il faut que tu rentabilises. Mais il faut qu'ils arrêtent de rentabiliser sur le long terme, c'est trop. Ah, donc ils rentabilisent toute la vie. Toute la vie, c'est ça qui n'est pas bon. Il ne faut pas rentabiliser ça, il faut condamner ça et couper les mains, pendre, je ne sais pas, les gens. Et justement, c'est rentabiliser déjà lorsque tu as le concours. Alors, on revient à l'autre sujet, les indépendances. Hein. Mais oui, les indépendances, nous allons passer. On peut dire donc les indépendances des pays africains, c'est un peu un échec. Nous sommes un peu dans une forme de néocolonisation et aussi il y a tout un problème d'éducation à refaire. Il faut rééduquer. Moi, je pense que le vrai problème, c'est l'éducation de la masse. Il faut, faire comme le Japon, éduquer les enfants depuis le bas âge contre la corruption, tous ces dérives. C'est une idée, hein, moi je... Justement, si, c'est très... Vous voulez pour revenir sur l'éducation. Qui doit éduquer les enfants? Qui doit éduquer les enfants? C'est l'État? C'est qui? Les parents d'abord. Et l'État aussi. Les parents d'abord, mais l'État fait le relais. L'éducation, c'est la transmission des savoirs, des pratiques, des connaissances, des compétences quelque part. Le parent lui-même, il n'est pas éduqué. Il va transmettre quoi? L'État n'est pas éduqué. Il va transmettre ça dépend de quel domaine d'éducation, parce que dans nos villages, il y a même des valeurs. Hein? Ça, c'est la socialisation vraiment. Aujourd'hui, les villages même sont devenus des villes. Hein, donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des villages? Voilà. Bon. C'est-à-dire, il faut commencer d'abord par éduquer, sensibiliser les adultes. Voilà. C'est là l'éducation. Garantir la transmission potable. Parce qu'on éduque mieux par le modèle que la parole. Les parents vont s'asseoir, ils vont donner de bonnes choses, ne faites pas ceci, ne buvez pas, ne volez pas. L'enfant voit toujours papa en train de boire, papa en train de voler, papa en train de faire ceci, cela. Il va dire quoi? L'enfant sera confus. Il ne fera plus confiance aux parents. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher la sous-culture, c'est-à-dire de la rue. Ce qui le met bien, alors que tout ce qui nous met bien n'est pas forcément bon pour nous. Ben voilà. C'est ça, l'éducation doit commencer d'abord par une éducation de la classe politique, des parents, de la population. Ça pourrait suivre maintenant par rapport aux enfants. Parce que si, au niveau éducatif, par exemple, on dit qu'on va éduquer les enfants, on éduque les enfants à l'école, on les apprend des valeurs, tout ça là. À la maison, c'est tout à fait le contraire. Vous savez qu'est-ce que les parents disent? Il ne faut pas écouter l'école, là, c'est paroles de blanc, c'est paroles de ceci, cela. L'enfant, il va dire quoi? L'enfant, il prend d'abord, parce que la famille, c'est le lieu d'identification et d'affirmation de l'enfant. L'école, c'est juste une obligation de l'État, ou certains parents, un cheminement pour pouvoir gagner sa vie un jour. L'école n'est pas vue encore comme un acteur d'éducation,
de l'enfant au niveau de nos continents. C'est ça. C'est pourquoi ce travail reste à faire encore au niveau de la classe politique d'abord, pour qu'ils prennent en compte, la plupart de ces dirigeants, ils ont fait des grandes écoles, l'importance de l'école, et pour que les parents prennent en compte l'importance de l'éducation, l'importance de leurs paroles, le poids de leurs paroles sur le comportement de leurs enfants, et avant de venir leur dire maintenant fais ceci, cela. Vous voulez dire à un enfant fais ceci, et vous faites cela. Oui, c'est vrai que l'exemple doit venir d'en haut, mais alors maintenant nous allons rentrer dans un, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est sur l'héritage colonial. Parce que vous savez, là, on a parlé de l'éducation, vous nous avez parlé de l'éducation, tout ça qui commence, etc., etc. On bourre nos enfants à l'école des Voltaire, des Montaigne, et des machins, des Socrate. Est-ce que ça peut servir l'Afrique, ça, dans notre éducation? Peut-être l'intelligence, la culture générale, mais imposer ça à l'école, on nous amène où? En Chine, ils ne connaissent pas qui est Voltaire. Aux États-Unis, on ne sait pas Lamartine, c'est qui. Et nous, en Afrique, on nous bourre, on bourre nos enfants la tête des sectes philosophiques qui ne nous servent absolument à rien. Alors, l'héritage du colon, des colons, des économies, ils nous ont laissé des économies, des infrastructures et beaucoup de besoins, pas très adaptés aux besoins de la population. Bon, globalement... Et en plus, excusez-moi, nous avons reçu des indépendances sans des cadres supérieurs bien formés. Et nous étions... nous sommes entrés dedans comme ça, indépendance, on saute comme des cabris, comme dirait De Gaulle. Indépendance, tcha-tcha, on s'est mis à tchatcher. À tchatcher. Plus que... Voilà, nom de président, on parlait de la dignité africaine, c'est bon, d'avoir la dignité humaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dignité une personne qui n'a pas à manger? Qu'est-ce qu'il y a une dignité d'une personne qui n'arrive pas à se soigner? Je pense que il y a eu l'ego-centrisme de ces dirigeants-là qui voulaient d'abord mettre les personnes devant, au lieu de mettre l'intérêt de la nation devant. Pour revenir à l'héritage colonial, il n'y a pas eu l'héritage. Le colon est parti avec tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il ne pouvait pas mettre dans ses bagages, c'est ce qu'il a laissé. Et la transition, il n'y a pas eu de passation de pouvoir. La transition n'a pas eu lieu. Pour revenir à ce que vous dites tout à l'heure, avant de partir, il y a eu l'indépendance, il y a eu une période de transition où on devait céder la direction des infrastructures, puis le commande de certaines choses. Mais l'information n'était pas en adéquation avec les besoins. Les infrastructures n'existaient plus. Le temps maintenant d'envoyer nos cadres se former pour venir prendre la relève. Le colon était déjà parti. Qui va nous dire comment faire ceci, cela? Il n'y a pas eu de transmission. Non, mais il y a des pays où ils sont quand même restés. Je sais que même au Côte d'Ivoire, Houphouët avait encore des conseillers. Houphouët avait une politique contraire. Français jusqu'à même à sa mort. Houphouët avait une politique contraire. Il s'est plié devant le colon. Il a dit, voilà, laissez-les construire, ils n'iront pas avec ça. Justement, Houphouët disait ça. Donc il s'est laissé faire pour développer son pays. Justement. Il a été très malin, mais c'est une erreur aussi. Ouais. Non, parce que l'une des erreurs de nos dirigeants d'après l'indépendance, c'est que lorsqu'ils ont acquis l'indépendance, ils ont dit aux colons de participer pas comme ça. Non. Oui, bon, mais c'était pas dans tous les pays. Comme les discours de Lumumba, moi, ça m'a horrible. De la Guinée, où ça a été vraiment radical. C'était radical. Voilà. Et Lumumba aussi. Lumumba, son discours était beau à entendre. Mais ce n'était ni le moment, ni la façon... C'était très radical. C'était très cassant, il n'y a pas de coopération là. Non, mais je pense que... Il pouvait faire ce discours-là après. Je pense que même si on ne connaît pas le poids d'un caillou, lorsqu'on voit la forme du caillou et qu'on connaît la matière, on sait si on peut supporter ou pas. Parce que hériter de quelque chose que tu n'as pas géré et pouvoir prendre la gestion d'un seul coup, non, les pays africains n'étaient pas gérés par les Africains. Surtout que le système... La zaïrianisation nous a donné une leçon fatale. La zaïrianisation, on nous a donné tout. Mais surtout que le système qui était imposé n'était pas vraiment... ça faisait partie des valeurs africaines. Les Africains, on avait nos manières de vivre, les royaumes, les traditions. Tout à fait. Mais il faut conserver. Voilà. Et donc, on n'a pas su faire l'alliance. Non, il y a eu cette rupture. Le colon est venu d'abord pour contrôler. Il fallait casser cette rupture-là, qui était très organisée. Avant l'arrivée du colon, la société africaine était bien organisée, bien structurée. Mais qui a été cassée. Voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de leur démocratie. Nous avons la nôtre. L'Occident revient maintenant vers ces pratiques-là pour harmoniser les relations sociales. Voilà.
C'est ça le problème. Donc on peut dire que c'est ça la raison de l'échec, un peu. Oui, il y a un peu cette raison. C'est l'une des raisons. Et puis il y a eu l'absence de la volonté politique. Celui qui est venu au pouvoir, il est devenu, ils étaient encore plus que le colon. Ouais. D'abord c'était uni. C'était parti unique partout en Afrique après la colonisation. Après aussi, il y a eu des dérives, on peut dire, chaque opposition, communautaires, tribales, même religieuses. Justement, aussi. Chaque opposition était matée, les opposants étaient maltraités. Que ce soit au fouet, que ce soit qui que ce soit. Oui, chacun gérait plus ou moins avec un clan, voilà, avec son clan. Il y a le parti unique qui est là. Si tu n'es pas le parti unique, c'est trahison d'État. Excusez-moi. Parce que c'était des partis-États. Justement, c'est ce qui a amené la vague des multiparismes. Mais n'empêche, en Asie, voilà. Bon, je ne te coupe pas, mais en Asie, il y a eu des pays avec des partis-États qui se sont quand même développés. Les pays asiatiques, qui étaient pratiquement au même niveau dans les années 70 que certains pays africains. Je parle de la Corée du Sud, par exemple. Qui était plus bas que l'Arabie Saoudite, les pays qui était Golfe, techniquement plus bas que l'Afrique. Alors aujourd'hui, qui sont devenus des pays pétroliers. Comment ça se fait que l'Afrique n'a pas pu aussi suivre parce qu'eux, ils se sont quand même développés avec des royaumes et des dictateurs aussi. Vous savez, une branche, on a eu des arbres dans la cour là, les branches là, les petites branches. On peut les plier. On peut les plier sans se casser. Mais ces branches qui sont sèches là, si on essaie de les plier, ça s'est cassé. L'Afrique a attendu que les Africains grandissent avant de les éduquer. Ces pays asiatiques là, ces pays arabes là, on éduque les enfants depuis le bas âge. Ah oui. Donc, depuis le bas âge. Tout à l'heure, ils sont conditionnés. L'éducation. Ils sont conditionnés pour aimer la patrie. Ils sont conditionnés pour aimer la patrie, pour aimer la technologie, depuis le bas âge. Pour s'engager. Ils sont conditionnés pour ne même pas manger pour que le pays avance. Ils sont conditionnés pour se sacrifier pour la génération à venir. Donnez-moi une catégorie, même nos générations. Est-ce qu'on est prêt pour se sacrifier pour la génération future? La génération future? Non. Est-ce que celui qui est au pouvoir, il dira que ce que je ferai de l'Afrique aura des conséquences sur la génération future? Non. Rien n'est planifié. Même non, tu demanderas le plan pour un pays africain dans 50 ans, ils ne pourront pas te sortir. Politique. Alors qu'en Europe, ils ont des plans sur même un siècle de la projection de leur pays dans le futur. Et justement, celui qui est au pouvoir, il quitte là-bas aujourd'hui, tous les projets qu'il avait mis en place, celui qui vient, il ne les prend pas. Il ne les prend pas. Il ne prend pas alors c'est là qu'est-ce qui se passe. Quand tu commences à construire une école, celui qui vient il va terminer ton école, celui qui vient il va équiper l'école, etc. Toi qui viens, tu veux construire ton école en Afrique, tu n'es plus au pouvoir, on casse ton école même déjà. Ça. Comment ça va se faire? On va construire notre école, avec mon nom parce que je suis le président. Il ne faut pas pousser. Voilà. Bon, mais non, c'est la réalité. On dit bon, l'école Doucouré, on casse l'aéroport Doucouré, on construit l'aéroport Depuis là, allez, Bibidas. Alors, ceci dit, docteur, nous n'allons pas nous poser la question toujours aujourd'hui, savoir pourquoi l'Afrique est en train de patauger, qu'on a des difficultés, etc., depuis les indépendances, mais nous allons nous poser la question essentielle qui est de comment ces États peuvent désormais renforcer leurs institutions. Alors, renforcer ces institutions, ça dépend aussi des études préalables. Il faut que, à la base déjà, on évalue les besoins de la population en fonction des secteurs. Voilà. Et ensuite, les dirigeants... Je te coupe pas. Et justement, Barack Obama, lors de sa visite au Ghana, l'avait dit qu'en Afrique, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Voilà. Il avait dit. Moi, je le contredis. Justement. Moi, je le contredis. Ah non, Barack Obama l'avait dit au Ghana. On peut mettre les deux. Les hommes forts. Parce que les hommes forts et les institutions fortes. Alors, parce que suivre Obama, attention, justement. Et Obama là, ils ont mis trop de désordre dans le. Et puis on lui donne un prix Nobel. Alors il n'a fait que des guerres. Non, méditez ça. Bibi, ça c'est le débat. Non, mais ça. Vaut mieux être le plus petit des intelligents qu'être le plus grand des bêtes. Voilà. Un peu l'alpha blondie. Mon ami alpha blondie. Bro, bonjour. Il dit, il faut être bête ou très bête. Bête ou très bête pour croire que l'Occident qui t'a colonisé va mettre des moyens pour te développer. Bon, c'est une manière. Alors il se sert chez toi et tu veux qu'il t'aide. Quelle aide?
Alors ça va faire rire. Ah non. Il faut tirer le chapeau à l'Occident et maintenant aux Asiatiques, tout simplement, parce qu'ils cherchent toujours l'autosuffisance alimentaire, ils cherchent toujours le bien-être de la population. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas chez eux, ils vont prendre chez nous et nous on les donne volontairement. Mais donc la question tout à l'heure. Non, ils se servent. En général, ils se servent. Ils ne se servent pas, on les donne. Ils ne viennent pas prendre militairement comme ça. Il y a toujours la complicité dans la maison qui... Il y a un prix à payer. Voilà la corruption. Et s'il y a corruption, c'est qu'il y a corrupteur. Il y a corrupteur. Il y a un corrompu, un corrupteur. Et selon la loi, les deux sont... Non, la corruption est universelle, même ici, pour ne pas permettre Nicolas Sarkozy, c'est un truc, ce n'est pas caché. Le Kadhafi est mort pour rien. Et d'autres personnes, Chirac perd son âme, les emplois fictifs à la mairie de Paris, etc. La corruption partout. Les caisses noires. La corruption en Occident est voilée. Très voilé. Stratégique. Il faut vraiment prendre le temps de la Mecque. Mais nous, la corruption, c'est... Oui, voilà quoi. C'est une habitude quoi. C'est la normalité qui est devenue la normalité. Du coup, je reviens à ma question. Voilà. Pourquoi est-ce que ces pays, comme je dis, de l'Asie, du Moyen-Orient, qui est au même niveau que nous, que certains pays africains, dans les années 70, pourquoi ils ont pu être aujourd'hui en Corée? Il y a des voitures qui sont développées, les Samsung, et tous ces marques. Vous n'avez pas fait de publicité. Il y a des téléphones qui étaient pratiquement au même niveau que certains pays africains. Comment ça se fait que nous sommes encore derrière et eux, ils sont arrivés à ce stade? Parce que j'ai pas encore eu la réponse à... Ah non, la réponse a été donnée parce que déjà, tout petit déjà, ils sont conditionnés déjà. Allez-y voir dans les écoles primaires, dans les pays arabes. Allez-y voir dans les écoles primaires, dans les pays asiatiques déjà. Ils apprennent l'informatique déjà. Chez nous, on apprend Voltaire. Ils apprennent l'informatique déjà. Ils ne sont pas dans l'organisation, ils sont dans la pratique déjà. Ils font des voyages déjà pour aller voir ailleurs. Ils visualisent déjà les monuments, les grands monuments que tout le monde ce sont des dictatures. Ils s'approprient déjà. Et c'est des dictatures. C'est ça, parce que le problème n'est pas la dictature. Il y a des hommes forts là-bas. Il faut une dictature éclairée. Obama, non, je pense que une construction, cette maison où nous sommes là, elle ne s'est pas construite en une minute. Non. Voilà. Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Voilà. On ne peut pas construire l'Afrique en un seul jour. On a un retard, c'est au niveau des mentalités et au niveau des systèmes éducatifs qui doivent commencer très bas. Très très bas déjà pour former. Et quand vous êtes formé pendant un moment donné, eh ben, on n'est que le fruit de son milieu. Donc, je veux dire, la responsabilité sont les dirigeants. Il faut des dirigeants qui ont une certaine vision. Non, ceux qui prennent le ministère de l'Éducation nationale. Non, mais il faut que les idées viennent du sommet. Non. Déjà, le président jusqu'au ministère, parce qu'il faut une politique. On peut prendre l'exemple de Kinshasa, par exemple. Le président congolais a pris la décision de prendre les Kuluna, qui sont les garçons des rues, qui avec des machettes, des bandits, etc. Il les a mis dans un camp, on les a ramassés plein. Des milliers, je crois, ils sont dans un camp. Maintenant, ils sont au service du pays. Ils produisent du maïs, ils produisent des bancs pour les écoles, ils viennent assainir la ville et chicotent les gens qui se mettent... Le désordre de la ville, la saleté, ils sont utiles maintenant. Et il n'y a plus de désordre à Kinshasa. Mais c'est en train de s'arranger. Tu sais comme à Djamé, là, à Djamé, vous voyez les gens, ils ont mis leurs arachides, leurs marchandises, toujours sur la rue, les voitures commencent à passer entre eux comme ça. On dit, mais non, ça c'est du désordre. Est-ce que tu vois ça ici en France? Et ces gens-là, ils ont enlevé. Il y a eu ces nettoyages-là aussi, ils sont en train de faire ça. Ça a été controversé. Abidjan, il y a eu ces nettoyages-là. Tout à fait. Oui, voilà. Et ce service-là est en train d'assurer cela. Non, mais nous pouvons avancer. J'ai foi. Le président seul. Dans l'Afrique. Le président seul. Parce que le président seul, c'est un humain. Oui. Il a eu la chance d'être président, mais il n'a pas le monopole, il n'a pas la science infuse, ni toute la connaissance. Les gens qui l'entourent, c'est à qui il a eu confiance, il a délégué. Ce sont eux qui doivent faire des propositions, de bonnes propositions. Ce président congolais dont vous parlez, il a accepté une proposition qui lui a été faite. Tout à fait. Face au ministère de l'urbanisation et autres. En fait, c'est une idée qui date depuis longtemps, mais lui a mis ça en application. Voilà. Il faut venir avec des idées. C'est ça. Vision donc, pour son pays. Voilà. Pour cela. Mais tout. Pour revenir à la question, comment les Asiatiques et les Européens ont réussi à se stabiliser pendant un moment. Du Golfe arabe. L'Occident a fait une erreur. On voit déjà l'impact. L'Occident a privilégié le bien-être
et l'autosuffisance et tout ça là. Le bien-être social, la sécurité l'Occident sociale. n'a pas mis en avant la relation sociale, la relation humaine. C'est pourquoi on a un taux de maladies mentales élevé ici, et taux de clochard un peu dans la... Le taux de suicide est élevé. C'est quand même Parce qu'on n'a pas appris à cultiver la dignité ici, humaine. On a dit qu'on existe, il y a un grand auteur qui a évoqué les différents états d'être et l'acquisition du bonheur. Il a évoqué l'absence de l'État. Ça, c'est les fous. L'état matériel, c'est celui qui a besoin de manger pour pouvoir sortir. L'état social, c'est celui qui a besoin des relations sociales pour se sentir heureux. L'état religieux, c'est celui qui veut pratiquer sa religion, tout ce qu'il a. Et il y a l'état spirituel, celui qui est dans la méditation, ça suffit pour être bien. Et il y a supra-état, des gens qui se retirent du monde quelque part là-bas. Il y a tous ces états-là. L'Occident a raté pas mal d'états. L'Occident, c'est l'état social, le matériel. Ouais. Voilà, là ça rattrape au début. L'Asie a travaillé ça. Ouais. C'est pourquoi ils sont plus forts dans les têtes que les Européens. Tout le monde convient avec nous aujourd'hui que les Asiatiques, vous passez par où, ce sont des travailleurs. Et nous, on travaille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect, ils sont aussi restés collés à leur tradition aussi, hein, leur religion. Mais ça a été éduqué. Tout ça, c'est l'éducation. Leur religion ancestrale. Mais quand on parle de l'éducation, il y a la religion, ils sont dans le bouddhisme, dans l'islam. Bon, l'Afrique. Mais ça, c'est la spiritualité. Oui, l'Afrique a aussi sa spiritualité. Oui, mais l'Afrique ne pratique plus pratiquement sa spiritualité. Elle est plus dans une spiritualité importée. Que ce soit l'islam ou le christianisme. Bon, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais je veux dire, si on veut atteindre le statut des Occidentaux, particulièrement les Asiatiques que je venais beaucoup, il faut qu'on commence déjà, il n'est jamais trop tard, la formation déjà. À la base, ça c'est très bien. Et qu'on commence à éduquer la classe politique, éduquer les parents, pour éviter la contradiction entre ce qu'on demande aux enfants de faire et ce qu'ils constatent à la télé, de la part des hommes politiques et des parents à la vie de tous les jours. Très bien. Ok, Bibi, vas-y. Non, d'abord, je voulais dire... Oui. Non, vas-y. Alors, si maintenant nous arrivons à un point clé du développement de l'Afrique, comment pouvons-nous arriver à transformer localement nos ressources et aussi investir dans notre jeunesse, comme ça on en a déjà parlé, et ainsi construire un développement durable. Voilà par exemple la bombe atomique. Nous avons beaucoup nous avons l'uranium. Et le Congo a été le premier avant Israël, avant l'Afrique du Sud, avant tous ces gens-là, à avoir une centrale nucléaire parce que c'était un cadeau des États-Unis au Congo belge à cause parce qu'ils avaient exploité l'uranium de Chinkolobwe. C'est une ville du Katanga et cet l'uranium, le Congo en a en veux-tu, en voilà. Mais nous n'avons pas, voilà le problème du développement aussi, nous n'avons pas le droit d'utiliser cet uranium. Pourquoi on n'a pas le droit de faire aussi une bombe atomique? Qu'est-ce que l'Inde a de plus que le Congo pour que le Congo ne fasse pas sa bombe atomique, pour que l'Iran ne fasse pas sa bombe atomique? Quelles sont ces lois qui interdisent? Voilà pourquoi notre développement aussi est freiné quelque part, non? Parce que quand nous voulons nous développer, on dit non, limite pas de voiture. La dépendance militaire. La dépendance militaire, mais est-ce que nous sommes vraiment indépendants militairement aussi? C'est une question en même temps. J'en profite pour placer cette question. Au Zimbabwe, on fabrique des armes. Pour tous fabriquer. Le développement, c'est un thème un peu vague. Quand vous évoquez le thème développement, est-ce que c'est au niveau des infrastructures ou bien au niveau de l'indice de développement humain? Voilà. Si c'est le développement économique, l'Afrique connaît la croissance aujourd'hui. Oui. La Côte d'Ivoire connaît la croissance à 2 chiffres presque. Et tous les pays africains. La croissance, c'est tout simplement l'évolution des créations de richesses d'une année à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on a créé aujourd'hui doit être plus élevé que ce qu'on a créé hier. Voilà. Le PIB de cette année doit être supérieur à l'année dernière pour qu'il y ait croissance. Cette croissance existe. Mais maintenant, est-ce que cette croissance-là profite au pays d'abord, en renforçant les infrastructures, les institutions, aux populations, en permettant aux populations, parce que quand un exemple concret, parce que c'est très important pour tout le monde, quand une entreprise chinoise vient s'implanter en Côte d'Ivoire, et donc 90% des employés sont des Chinois, il y a un problème.
il y a un problème. Bah oui. Ça ne profite pas. Le développement, il est là, mais ça ne profite pas. Quand on a 1000 villas qui sont construites, et les 1000 villas, là, il y a 10 villas seulement pour les Ivoiriens. Voilà. Il y a développement, mais la population n'y est pas. Elle ne trouve pas son compte. Justement, quand la pauvreté est tellement extrême, parce que la pauvreté, c'est un certain montant par population. Si vous êtes en dessous de ces montants-là, d'abord, c'est évalué en dollars. Mais pourquoi en dollars? Voilà encore des problèmes. C'est un autre sujet. Pourquoi en dollars, c'est quoi? Parce que c'est la puissance américaine qui se... C'est qu'un papier. Mais l'Afrique a de monnaie. Donnez-moi l'argent de l'Afrique. Quelle Afrique? Mais au Congo, ça s'appelle le franc congolais. Franc congolais. Mais elle est imprimée où? Je félicite Mobutu. Mobutu avait dit les Makuta. Les Makuta. C'est ça la monnaie? Oui. La monnaie s'appelait Zaïre. Fabriquée sur place? Non, en Allemagne. Mais je tenais quand même à saluer. Il faudrait qu'on fabrique la monnaie déjà. Mais c'était déjà une monnaie. Et il y avait un Zaïre valait $2. Ouais. À l'époque, comme alors là. Mais par rapport au développement, il faut saluer les sportifs sénégalais et puis qui font un effort énorme pour construire des écoles, qui construisent des puits d'eau potable. Et si tous ces sportifs-là qui avaient des millions, ne reste qu'investissaient un peu dans les pays comme ça, je pense qu'ils allaient participer un peu au bien-être de la population. Parce qu'il ne faut pas tout attendre l'État. L'État ne peut pas tout faire. L'Amérique ne s'est pas construite avec l'État. L'Amérique s'est construite avec les immigrés entrepreneurs. Justement, c'est les Ford ont fait ça, les Coca-Cola, les machins, c'est pas l'État. Pour ne pas vous couper de courir. Mais lorsqu'on vous donne la nationalité américaine, on parle de l'immigration, la diaspora africaine en Europe et dans le monde. Il y a des pays où la diaspora, comme au Sénégal, au Mali, où la diaspora a même construit des quartiers et des villes. Et c'est ça. La dispositif. À votre avis, les jus de fruits, il faut importer. À votre avis, si nous sommes trois là, si nous nous mettons d'accord pour aller négocier, et où nous partons séparés pour aller négocier, pensez qu'on aurait les mêmes avantages? L'intégration africaine y est pour beaucoup de choses. Si la Côte d'Ivoire, le Congo demande aujourd'hui là d'affirmer sa souveraineté politique, économique et tout ça, sachant que la Côte d'Ivoire ne s'attend pas à la Guinée, ne s'attend pas à le Mali, le Burkina. Mais ça c'est entretenu par l'Occident, ils nous connaissent. Non mais on est des Mais l'Occident entretient ça et nous sommes tellement corrompus. Il faut reconnaître cela. Divisés pour mieux régner. Pour mieux régner, nous sommes tellement divisés alors que c'est réuni. Les mêmes écoles que ces dirigeants-là. Je prends par exemple, je lance un salut à Dr Ousmane Sané, qui est le conseiller juridique. Oui, Ousmane Sané, qui est le conseiller juridique des Sonko. Ousmane Sonko. Non, Sané. Ah oui. Donc, qui est le conseiller de juridique de Ousmane Sonko. Voilà, du Sénégal. Lui, il a fait l'ENA ici. Il a fait l'ENA avec des grands hommes politiques et tout ça ici. Et il enseigne aussi à Quai d'Orsay. C'est lui qui enseigne là-bas. Et Emmanuel Macron n'a pas la moitié de son niveau. Il est pourtant président de la France. Donc, ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont été dans la même école. Ils ont eu les mêmes formations, souvent des formations supérieures. Qu'est-ce qui les empêche de mettre en application ceci? Vraiment, ils prétendent aimer l'Afrique. Ouais, mais déjà, il faut que, pour qu'ils le fassent, il faut que Ousmane Sonko soit au pouvoir. Et là, non, c'est pas il y a déjà une division. C'est de façon générale, c'est pour dire déjà que... Sonko est faille. Voilà. Bon. Oui, puisque, encore, ils sont partis divisés. L'Occident a dit, si Sonko veut nous promener... On arrive à nous diviser facilement. Très facile. Voilà, c'est cette division-là. C'est pourquoi je parlais des causes exogènes aussi, mais bon. Mais pour parler de débat aussi. Causes exogènes, Emmanuel Macron ne peut pas venir te demander de mettre la main dans le feu. Tu vas lui dire quoi? Tu vas pas mettre ta main? Non, je ne mets pas la main. Voilà, par exemple, s'il me donne un peu plus d'argent, je vais mettre. S'il me donne un peu plus d'argent, tu vas te brûler juste un tout petit peu de et tu vas te soigner. Et puis il me donne l'argent. 1 milliard pour aller voir le médecin ou du brûler. Voilà. Ça se soigne rapidement. On rigole, mais c'est dramatique. Non, mais ils sont conscients. Alors, je pense que... Ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est pas bon. Vivides Kibaï, Docteur Doucouré. Bon, je pense que le sujet est vaste. On ne pourra pas l'épuiser. On ne pourra pas l'épuiser aujourd'hui. Non, on ne va pas l'épuiser. On va peut-être mettre d'autres rendez-vous. Il y a encore à boire et à manger sur le sujet. Il nous a manqué ce soir. Il y a une dizaine. Oui.
des piliers, des priorités qu'on peut donner de façon générale à tous les pays africains. Ça sera même pas ta conclusion, docteur. Justement, je pense qu'on a la conclusion là. Voilà. D'abord, il faut réformer les institutions, parce qu'on a des institutions qui sont très faibles. Des gens qui ne sont pas capables d'aller négocier. On met des personnes à des postes par affinité, qui n'ont pas la compétence, ils vont aller négocier quoi. On parle d'économie sur la table, on envoie quelqu'un qui est formé à ressources humaines. Un médecin, il va faire quoi? Rien. Donc, c'est ça, réformer les institutions. Mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, en respectant les textes qui ont été élaborés, convenus ensemble. Il faut transformer nos ressources naturelles. Tout le monde entier aujourd'hui émerge vers l'Afrique pour aller prendre les ressources naturelles. Les avions qui volent là, c'est grâce à nos ressources naturelles. Les téléphones que vous avez là, c'est grâce à nos ressources naturelles. Le cobalt, tout. Voilà. Mais nous-mêmes, nous sabotons le produit. Le café qu'on prend ici là pour ne pas avoir froid, les minéraux c'est grâce à nos ressources naturelles. Les terres rares. Voilà. Il faut investir massivement dans l'éducation depuis le bas âge. Comme les Asiatiques déjà commencer à conditionner nos enfants à la valeur du pays, à l'intérêt général. Au lieu de leur donner des téléphones portables tout le temps, ils sont sur Internet à l'âge de 10 ans. Il faut développer l'agriculture, c'est-à-dire quitter une agriculture de subsistance à l'agro-business. La modernisation, l'automatisation, etc. On a les moyens de les acheter, on a les terres qu'il faut. Voilà. Il faut aussi créer des emplois pour des jeunes. C'est malheureux de le dire, chaque fois qu'on le dit, c'est avec quelqu'un métrique. Nos enfants qui meurent chaque fois dans la Méditerranée. Ouais. Il y a des diplômés, j'en ai appris. Il n'y a plus rien ici. Il y a quelqu'un qui a terminé ses études dans la médecine, qui venait ici pour pouvoir faire, il est mort. Donc voilà, il y a des diplômés. Quel gâchis. Et comme voilà. On peut travailler à tous les niveaux. L'immigration, ça va changer. Ça va changer. Voilà. Ceux d'ici viendront là-bas. Parce que nous, on va rester là. Accélérer la transformation numérique. Il faut une éducation numérique. Très important. Et aussi une éducation énergétique. On a toutes les bases des sources d'énergie là-bas. On a le solaire, on a les cours d'eau qui fuient partout au Congo, en Côte d'Ivoire. Mais ça sert à quoi? Voilà. Il faut renforcer l'intégration africaine. Mais pour y parvenir, il faut d'abord consolider l'intégration nationale. Il faut que la politique soit inclusive. Éviter les conflits. Voilà. Il faut mobiliser les diasporas, vous, pour que vous puissiez contribuer. Les diasporas positifs, pas n'importe quelle diaspora. Oui, c'est ces footballeurs. La diaspora qui non, ce sont ces footballeurs-là qui ont comme prime de match 20 000 euros, prime de match. 40 000 euros prime de match, 1 million par mois pour certains, 400 pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Mais cet argent, investissez au pays, participez au développement. Je demanderai à Bibi pour sa conclusion de lancer le message aux footballeurs qui ont assez d'argent. Et surtout, renforcer notre souveraineté économique, c'est-à-dire quitter de l'importation à la production. Voilà, c'est-à-dire il faut qu'on produise, il faut qu'on arrive à exporter. Mais renforcer aussi notre souveraineté financière. C'est-à-dire qu'il faut que nos institutions financières puissent être renforcées, les marchés financiers, où on peut aller prendre des obligations, voire même des actions des entreprises qui sont là-bas. Les obligations sont des crédits qui se font sur les marchés financiers directement entre les agents économiques. On a ces institutions-là qui sont presque inexistantes. On parle des 440 et tout ça, mais l'Afrique en a aussi. Vous avez entendu parler de marché financier de l'Afrique ou bien... Non. On en a. Je sais qu'il y a la bourse régionale d'Abidjan, mais bon. Petite bourse, c'est Oufoué qui avait fait ça. Cette petite bourse-là d'Abidjan. Est-ce que ça fonctionne encore? Comment il s'appelle le banquier là? Diagou. Gaumont Diagou. Oui. Je vais un grand banquier ivoirien. Pour moi, voilà. Voilà, pour une conclusion personnelle, moi je crois en Afrique. Docteur parce que, en même temps, je te demanderais de mieux présenter ta spécialité en tant qu'enseignant et tout. Voilà. Moi je crois en Afrique parce qu'on a cette chance-là déjà, on a cette résistance physique. Rien que la mélanine de notre peau la résiste au soleil. On résiste à toutes les températures. On est les seuls êtres qui peuvent travailler la nuit et le jour. Donc on est fait pour travailler. On est une machine. Travailler au pôle Nord, comme dans le désert. Mais ils nous ont fait travailler en Amérique comme esclaves, ici comme esclaves, et nous avons construit tout ce qu'ils ont. Mais nous pouvons le faire chez nous. Tu feras ta conclusion tout à l'heure. Oui, on a les ingénieurs dans tous les domaines.
On a les économistes, des fiscalistes partout. On a les juristes partout. On est même surdiplômé en Occident. On sait les institutions européennes. On sait les institutions occidentales, que ce soit aux États-Unis, partout. Pour ne pas citer même notre camarade qui est à la NASA, là, le Malien. Modibo Diarra. Ouais. Les femmes de l'ombre, je ne sais pas si vous avez regardé le film. Les femmes qui faisaient les calculs manuellement pour lancer les fusils. La NASA. Oui, j'ai vu ce document. L'histoire vient de démontrer récemment que la connaissance. Et même, je ne sais pas si tu as entendu parler des sœurs Keïta, des Guinéennes, voilà. qui ont développé une application pour la boîte noire des avions. Justement. Oui. Voilà. Des Guinéennes d'origine. Pourquoi on ne le fait pas à Conakry? Les sœurs Keïta. Pourquoi on ne peut pas le faire à Conakry? Conakry? Sont sœurs ou jumelles. Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de structure. Alors, docteur Doucouré, tu as la spécialisation, essaie de préciser pour nos téléspectateurs. Mon parcours, il est un peu. Voilà, parce que j'ai été d'abord très loin en criminologie. Ah ouais. Ayant fait un bac scientifique, je suis revenu à l'économie, finance et fait une thèse en économie. Ma thèse a porté sur la crise. On appelle la crise ivoirienne, notamment dans la joint venture, le cas de Orange, tout ce qui a eu lieu, j'ai eu l'occasion de voir l'intégration africaine, de voir un peu les querelles politiques qui mettaient fin. J'ai été désespéré lors de cette thèse-là de voir que quand les hommes politiques se battent, on dirait la population n'existe pas, l'Afrique n'existe pas, il n'y a pas d'autre intérêt, c'est les personnalités, c'est les intérêts. Le culte de l'homme politique. C'est la personnalité. Le culte de personnalité politique en Afrique. Carrément comme des dieux. Voilà. On parle de pro, c'est ci, pro, c'est là. Mais ça ne m'a pas découragé. Moi, je crois, tant qu'il y aura des hommes comme vous, et comme toi aussi, comme toi, Doucouré. On en a tellement besoin comme toi. Avancera. Alors, Bibi, sur les sportifs. Dias positive, comme Doucouré. Dias positive. On félicite. Mais bien sûr. Pour nous de l'avoir eu. Quand il ira en Belgique, moi, j'aimerais bien aller le filmer pendant l'enseignement. Pendant son. Oui, tu m'as demandé de parler des sportifs. Un message aux sportifs, quand même. Vous, les sportifs, les Drogba, les machins, les consorts, les Bemba. Vous faites notre fierté, c'est vrai. Mais on ne va pas construire l'Afrique qu'avec le sport. Il y a les musiciens et les sportifs. À l'époque, les musiciens faisaient beaucoup plus d'argent que les sportifs. Mais aujourd'hui, vous en avez beaucoup. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller ouvrir Salsi Ono en Côte d'Ivoire et exploiter l'ananas pour les jus? Qu'est-ce qui vous empêche d'investir dans la fabrication des vélos? Une usine de vélos. Même des ballons, puisqu'ils savent. Même des ballons, vous avez des ballons, et vous avez même des chaussures, etc., des bottines et tout ça, là, des crampons. Pourquoi ne pas investir là-bas? Vous avez gagné 10 millions. Aïe. Mais dans les 10 millions, là, vous enlevez 2. Et plus que ça, Bibi. Vous pouvez construire une brasserie. Une brasserie là-bas. Des Nyamakoudji. Des Nyamakoudji, transformer tout ça, oui, des Nyamakoudji. Et voir même de quelle boisson on avait parlé là qu'on devait inventer là-bas. Là. Ah oui, voilà, du Koutoubi. Du Koutoubi, par exemple. Du Koutoubi. C'est une invention de Bibides. Le Koutoubi. Ça va décourager les gens de bien. Déjà, ils ne boivent pas. Non, les Koutoubi. Non, c'est très bien. Non. Ça fait partie de l'économie. Donc, ceux qui boivent ou qui ne boivent pas, il y a des bissapes, il y a tout ça. S'il vous plaît, investissez en Afrique. C'est le privé qui construit l'économie et non pas l'État. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Même rien que des plastiques pour faire de l'eau, pour fabriquer l'eau là pour les dames. Là. Une usine de fabrication de plastique seulement. Même de la tiéké. Voilà. Et bon, mais le plastique, il faut aussi un peu. Avant de conclure, quand même, la tiéké. Moi, j'ai appris récemment que la tiéké était fabriquée en Chine. Moi, ici, j'ai coulé des larmes. Ici, oui. J'ai coulé des larmes. Mais par contre, fabriqué en Chine, la tiéké, c'est un scandale pour l'Afrique, ça. Justement. Chancel Bemba, tu prends les feuilles de manioc que les Chinois nous vendent ici, tu fais une usine de feuilles de manioc. Installée ici ou chez nous. Mais surtout chez nous pour donner du boulot. La tiéké, le manioc, tout ça. Mais vous pouvez investir, donner du travail à ces jeunes.
Au lieu qu'ils traversent des mers pour venir ici. À l'autosuffisance aussi alimentaire. Voilà. Et vraiment, je vous félicite déjà pour la fierté que vous avez fait de nous. Surtout les léopards, vous étiez chic. Le mot d'Atiaple, vous étiez chic. Mais maintenant, il faut être plus chic. Les éléphants. Et le temps, les éléphants ont été fantastiques. Non, les Africains, ils étaient un peu lourds. En pagne. Non, les éléphants étaient. On termine par le sport. Du raffia, ouais. Mais écoute, on finit non, mais par le c'était sport. très bien. Non, c'était très bien. Nous avons été fiers de cette Coupe du Monde. Vous nous avez bien représenté. Mais maintenant, déversez ce que vous avez gagné. Voilà. Et puis attention, les fédérations qui avaient joué là-bas là, avec vos équipes nationales, on vous a reversé, la FIFA vous a reversé. Nous avons l'œil sur cet argent-là. Ah ouais. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Ça fait bientôt quelques mois. Construire des maisons à Matete, construire des maisons à Djamé. Bibi. Ils doivent nous faire le point. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Il faut suivre cet argent-là avec l'œil. Les championnats et tout. Avec les yeux ouverts, comme le crocodile de Yamoussoukro, quand ils doivent revenir au fouet. Alors on va vous dire merci. Merci beaucoup. Merci. C'était Dias Positif avec le docteur Doucouré et le grand Bibi Deskibay. Merci. On se donne rendez-vous sur Talar TV pour une prochaine émission de Dias Positif sur des sujets qui concernent l'Afrique, le monde, et ce sera toujours un plaisir. On dit merci à notre technicien Armand Béni. Talar TV, ça veut dire regarde. Regarde la télé. Regarde. En lingala. Oui. Merci et à très bientôt sur Talar TV dans Dias Positif. À bientôt.